les Brésiliens, tu vois, m'avaient un peu formaté là-dessus. Ils sont arrogants. Donc ça fait partie de leur trait culturel, les Argentins. Ils sont arrogants, comme des Parisiens, arrogants. Enfin, moi, j'ai une mauvaise expérience ici, malheureusement. Qu'est-ce que tu viens faire au Paraguay, quoi? La France, il y a 40 ans, c'était très bien, mais les choses ont changé. C'était la première fois que je me retrouvais avec deux choses en même temps. Vous allez en Colombie, au Panama, tout ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de croissance. Au Brésil, il n'y a pas tellement de croissance. Ici, il y a de la croissance. Hola, bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit podcast avec Matt et notre invité, Ladislas Maurice, d'investisseur Globetrotter et sur le marché anglophone, The Wandering Investor. Si tu pourrais te présenter en 2-3 minutes, peut-être un peu ce que tu fais sur YouTube. Oui, donc un petit peu de background. Donc j'ai fait toutes mes études au Canada et ensuite j'ai fait des études de commerce et de droit en Australie. Après j'ai bossé en Suisse et j'ai passé la plupart de ma vingtaine en tant qu'expat pour Nestlé en Afrique, donc en Afrique du Sud pendant quelques années et ensuite au Ghana. Et à l'âge de 30 ans, j'ai quitté le monde un peu corporate, le monde de l'entreprise, et je suis parti faire un gros road trip avec mes parents en fait en voiture. C'est que mon idée, c'était d'aller chercher un autre boulot à Dubaï. Je me disais, bon, j'ai passé la plupart de ma vingtaine en Afrique, je veux voir quelque chose de différent. Mais avant, je vais faire un beau voyage. Et donc, mes parents commençaient à prendre leur retraite à ce moment-là. Et on s'est dit, on va prendre la voiture de Oman, donc du sultanat d'Oman, près de Dubaï, jusqu'à Paris en voiture. Donc, on est allé jusqu'à Dubaï, on a mis la voiture sur le bateau, on est allé en Iran, on a traversé tout l'Iran, on est allé jusqu'en Arménie, on a remonté l'Arménie, on a fait tout le tour de la Géorgie. Après, on a traversé toute la Turquie, on est allé jusqu'en Grèce, on est remonté jusqu'en Ukraine. Et après, on est parti sur la France. Et donc, c'était la première fois que je me retrouvais avec deux choses en même temps. Euh, du temps et de l'argent. Parce que typiquement, quand on est jeune, on a du temps, mais on n'a pas d'argent. Et quand on est plus âgé, on a de l'argent, mais on n'a pas de temps. Et là, j'avais les deux. Donc, j'avais bossé, j'avais fait des économies, etc. Et donc, en voyageant à travers ces villes-là, je prenais mon temps, donc on restait 2-3 jours, j'allais voir un peu les agences immobilières parce que l'immobilier ça m'amuse toujours, et je voyais des prix assez intéressants, après j'allais voir des avocats, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, il y a des opportunités. Et donc avant d'aller à Dubaï, je me suis dit, ok, j'ai vu quelques opportunités sur le chemin, et je vais commencer à faire un peu des opérations, je vais acheter des trucs, rénover, revendre. Et en fait, maintenant, ça fait 8 ans que je n'ai pas cherché de boulot à Dubaï. Maintenant, je voyage à temps plein, je fais des investissements immobiliers un peu partout dans le monde. Donc, voilà, en Amérique latine, pas mal, en Europe de l'Est, en Afrique, au Moyen-Orient, là récemment en Asie aussi. Et j'aide les gens aussi à obtenir des résidences, et c'est comme ça qu'on se connaît. Vous aidez mes clients francophones et maintenant aussi anglophones avec leur résidence ici au Paraguay. Et aussi, j'aide les gens à obtenir des citoyennetés par investissement. Super. Mais oui, justement, ce matin, pas plus tard que ce matin, on a passé ta résidence temporaire à résidence permanente ici au Paraguay. Ouais, donc réponse dans 3 mois. Donc, C'est ça, On 90 verra. jours. Voilà. Normalement, il n'y aura aucun souci. Si c'est déjà accepté là, il y a très peu de chances que tu ne sois pas accepté par la suite. Non, bah c'est cool. Et par rapport à l'investissement immobilier, comme ça, à l'international, est-ce que tu as un ou deux marchés un peu de prédilection que tu apprécies plus que les autres? voilà, donc c'est souvent une question que les gens me posent. Donc ça dépend vraiment de vos objectifs. Donc je vous dirais, si vous cherchez que du rendement, ok, et que vous êtes français, ou vous êtes québécois, euh, allez acheter un espèce d'appartement à Reims ou à Rouen, près d'une université. Vous prenez du levier, vous coupez ça en 5 chambres, vous faites une coloc, vous ferez plus de rendement comme ça. Pareil, vous faites la même chose à Trois-Rivières, au Québec. Donc ça, c'est si vous voulez du rendement. Donc il y a plein de gourous en ligne qui sont spécialisés là-dedans. Par contre, si vous cherchez à vous diversifier et vous cherchez à aller investir dans des pays à l'étranger, de manière générale, ce sera un peu plus compliqué de faire du rendement aussi élevé parce que, vous n'aurez pas accès au levier. Vous devez faire en cash, hein, comme ici, là où vous aidez les gens à investir au Paraguay. Les gens viennent, très bien, mais voilà, ils doivent investir du cash ou
ils peuvent avoir un peu un prêt du promoteur de 3 à 4 ans. Donc, il faut comprendre ça. Après, il faut savoir quel est vraiment votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est plutôt du rendement? Est-ce que ce sont des plus-values? Est-ce que c'est vraiment de la diversification géopolitique? Dans quelle currency, dans quelle monnaie est-ce que vous voulez investir? Est-ce que vous voulez un peu une monnaie de singe, voilà, une monnaie d'un pays émergent? Ou est-ce que vous voulez du dollar? Ou est-ce que vous voulez un peu plus d'euros, mais dans une zone un peu différente? Et aussi, est-ce que vous voulez avoir d'autres bénéfices grâce à votre immobilier? Par exemple, en Turquie, donc on aide beaucoup de gens avec ce programme. Si vous investissez 400 000 $ dans l'immobilier, vous pouvez devenir citoyen turc. Donc ça, c'est assez fantastique. Donc vous investissez à Istanbul ou à Izmir, vous aurez du rendement brut de 6 à 7%, en net 4 à 5%, et on vous donne une citoyenneté pour vous, pour vous, votre époux, votre épouse et vos enfants en dessous de l'âge de 18 ans. D'accord, donc tout le monde peut bénéficier du coup de la citoyenneté. Tout le monde bénéficie et dans 3 ans, vous pouvez revendre. Ou sinon, dans 5 ans, vous pouvez revendre sans plus-value en Turquie. Après, est-ce qu'il y a une plus-value en France, en Belgique? Ça dépend du traité de non-double imposition. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Donc, quand tu me poses la question, quel est ton marché préféré? J'ai des marchés préférés, mais là, c'est très subjectif. Ok, ça va vraiment dépendre de l'objectif de la personne. Voilà. D'accord, et pour rester un peu du coup sur la Turquie et cet investissement immobilier qui te donne l'accès au passeport, c'est vrai que c'est plus intéressant par rapport à certains pays, notamment dans les Bahamas, etc., où tu peux avoir un passeport, mais en fin de compte, c'est un peu une donation que tu fais. C'est une donation. C'est une donation, quoi. Donc tu revois jamais ton argent que tu as investi, entre guillemets, quoi. Ouais, donc le programme comme ça, le moins cher qui existe pour une donation pure, c'est à Vanuatu, dans le sud Pacifique. Et c'est à peu près 130 000 $. Donc, donation, et vous l'avez en 3 à 5 mois. Vous pouvez même payer en crypto, tout se fait à distance. Et ceux dans les Caraïbes qui sont meilleurs pour voyager, où il y a accès Schengen, etc. Ceux-là, ouais, c'est minimum 240 000 $ maintenant. Oui, ça a augmenté, ça a doublé, je crois, hein, il y a quelques... Donc 240 000 $, et ça prend typiquement à peu près un an. Ok. Donc aujourd'hui, une des meilleures options, ça reste la Turquie pour... Ouais, vous achetez votre immobilier et au bout de 10 mois à un an, vous aurez votre citoyenneté turque. Et vous avez juste besoin de faire un seul voyage en Turquie. Ce qui n'est pas une punition. Aller à Istanbul pendant une semaine. Oui, oui, c'est pas très loin, en fin de compte, de la France en avion, ça se fait assez rapidement. Ça peut servir aussi pour les cheveux. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. Après, pour ceux que ça intéresse, on peut aussi changer de nom. Donc, on a l'option de changer son nom en nom turc. Mais bon, voilà, ça paraît drôle. Mais après, vous avez un passeport turc avec un nom turc, un passeport belge avec un nom wallon. Allez expliquer à votre banque pourquoi. Même ici, par la suite, quand tu veux demander par exemple une résidence au Paraguay, quand les prénoms, les noms, c'est pas les mêmes, ça pose des soucis partout Ouais, dans le monde, je pense. c'est compliqué. On a cet exemple-là avec les Belges. Alors, je sais pas pourquoi, mais sur les passeports belges, ils mettent pas les prénoms en entier. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir 3 prénoms, il va avoir son premier prénom, son deuxième prénom, son troisième prénom, si c'est Sébastien, va y avoir S. point, et le nom de famille. Et du coup, les Belges qui viennent au Paraguay avec ce passeport-là, eh ben, ils sont obligés de venir avec un papier en plus qui certifie que ce passeport-là correspond à cette personne-là avec les prénoms entiers. Parce qu'ici au Paraguay, ils disent non, non, mais pourquoi il n'y a pas le troisième prénom entier? Nous, on n'accepte pas. Comme quand les femmes ont leur nom de jeune fille sur leur passeport, etc. C'est aussi ce genre de papier. Ouais, donc ils le font en Belgique et ils arrivent avec. Voilà, c'est Ouais. ça. Ils le font en Belgique, ils viennent avec. C'est document supplémentaire, simplement. Ouais. Ouais, c'est que pour les Français, c'est plus pratique. Ici, au moins, ils peuvent aller à l'ambassade et demander ce genre de papier. Alors ouais, mais alors, l'ambassade ici, c'est vrai que Bah, déjà, l'ambassadeur est là qu'une fois tous les 3 mois. il y a pas grand monde. Enfin, moi, j'ai une mauvaise expérience ici, malheureusement. J'avais besoin de quelque chose. Je suis arrivé à l'ambassade. Personne parlait, enfin, la personne qui m'a accueilli parlait pas français. M'a dit non, non, c'est sur Internet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 10 Français qui viennent par jour à l'ambassade ici, quoi, au Paraguay. Je sais pas, il y en a un qui vient, tu peux un peu accueillir, et je sais pas, quoi, faire le minimum. Non, non, c'est sur Internet. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de permanence. Il est à Buenos Aires, en fait, la plupart du temps. Alors, moi, j'ai entendu dire que
normalement, plus il y a de Français qui viendront au Paraguay, plus il y a de chances que vraiment quelque chose qui se fasse ici sur place. Et c'est en train d'évoluer, il y a de plus en plus de demandes. Donc ça dépend de vous, quoi. Donc, on essaie de ramener des gens pour avoir un ambassadeur fixe. Ça peut toujours. Des TikTok de Sébastien. Voilà. Si TikTok perce, ça fonctionne. Carrément. J'avais une petite question. On parlait de diversification de passeports. Pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément à quoi ça peut servir d'avoir plusieurs passeports, est-ce que tu peux commenter un petit peu là-dessus? Bonne question. Donc je vais donner un exemple très concret. Récemment, donc bon, avec ce qui se passe en Ukraine, les mâles ukrainiens qui sont en dehors de l'Ukraine et qui sont d'âge militaire ne peuvent plus renouveler leur passeport. Donc si vous êtes ukrainien, que vous avez réussi à ne pas être là quand les choses ont commencé, ou vous avez réussi à traverser la frontière en nageant en Roumanie, vous avez votre passeport et c'est tout, on ne vous le renouvelle pas. Donc s'il expire, vous êtes bloqué où vous êtes, ou si vous voyagez trop, et je connais des Ukrainiens, parce que j'habitais en Ukraine avant, il leur reste plus que l'espace pour 6 tampons, ils calculent tout leur voyage en essayant de savoir la taille des tampons, etc. C'est qu'ils savent qu'une fois qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc, et entre-temps, leurs comptes en banque dans leur pays sont gelés. J'ai des clients ukrainiens justement qui ils peuvent pas recevoir leurs documents non plus. Donc j'ai un client ukrainien, quand la guerre a commencé, il n'était pas sur place et je lui ai dit, il risque de faire des choses comme ça, donc je te conseille de faire ton passeport turc maintenant. Comme ça, après, tu pourras continuer à voyager. Il l'a fait et heureusement, maintenant, il se promène avec son passeport turc. Donc ça, c'est un scénario quand il y a vraiment des problèmes dans un pays. Donc ça, c'est pour le plan un peu catastrophique. Euh, une autre raison, c'est pour les voyages. Mais bon, là, on parle à des Français, des Belges, des Suisses, des Québécois. Vous avez tous des bons passeports. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un passeport turc en plus. Par contre, je dirais, pour faire du business dans certains pays, où de plus en plus certains pays sont détestés. Donc là, je parle notamment du passeport français. Si vous voulez faire du business au Niger, au Mali, de plus en plus en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, les Français sont mal vus. On ne va pas rentrer pourquoi, mais en gros, les Français sont mal vus. Bah, maintenant, arriver avec un passeport turc au Sénégal, vous êtes mieux vu. Les Turcs sont très bien vus en Afrique de l'Ouest, parce que les Turcs font des affaires, ils construisent des mosquées, ils sont pas là à donner des leçons aux gens. Voilà, et il n'y a pas tout l'historique. Voilà, et si vous êtes belge, que vous voulez faire du business en RDC, peut-être que c'est pas plus mal d'avoir un passeport turc et d'être moins mal vu quand votre dossier passe à travers les administrations, quand vous faites des affaires, etc. Donc bon, il y aura toujours votre lieu de naissance qui est marqué, mais c'est quand même un peu différent. Donc c'est après un autre exemple, c'est j'avais des clients qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient investi beaucoup dans des actions russes, qui se sont retrouvés complètement bloqués à cause des sanctions de l'Ouest. Donc d'un côté, l'Ouest vous interdisait de les vendre, après les Russes aussi, des sanctions dans tous les sens. Mais en gros, si vous aviez un passeport d'un pays qui était classifié ami des Russes, dont le turc, et que vous arriviez à transférer vos avoirs en Russie, vous pouvez les dégeler en fait. Et ensuite les vendre en Russie en, en roubles russes, transférer vos roubles russes à votre compte turc en roubles russes et convertir vos roubles russes en dollars ou en euros en Turquie. Donc pour les gens qui avaient plusieurs millions de bloqués en avoirs russes, acheter ou surtout investir dans un passeport turc parce que c'est pas comme si l'argent disparaît, ça valait le coup. Oui, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, t'acquiers de l'immobilier, donc tu peux aussi en tirer de l'argent de cet immobilier, et puis comme tu l'as dit, au bout de 3 ans, si tu peux le revendre et puis récupérer ton argent, Et après, tu prends ton argent et clac, tu vas mettre 200 000 au Panama pendant 3 ans, tu te prends une résidence permanente, clac, tu ressors. Donc en fait, c'est possible d'avoir un budget d'argent qui un peu va d'un endroit à un autre dans le monde, à chaque fois en travaillant pour obtenir des passeports, obtenir des résidences, etc. est-ce que tu aurais un peu, toi, pour un Français, on va dire, un plan comme ça, un setup
pas parfait, mais un setup qui est intéressant à avoir aujourd'hui en termes de diversification? Passeport turc, résidence Panama. Est-ce que t'as un petit setup comme ça un peu, Non, c'est vraiment défini par la personne en fonction exact. de ses besoins, ouais. Voilà, exactement, parce que toute personne est différente et après on va pas envoyer, je sais pas, il y a plein de Français, ils veulent diversifier, mais bon, ils n'aiment pas les musulmans. OK, ben, on va pas les envoyer en Turquie, quoi. Je sais pas, moi j'aime beaucoup la Turquie, c'est très agréable, mais voilà, si vous aimez pas la Turquie, on va pas vous envoyer en Turquie. On va trouver quelque chose d'autre. Voilà, c'est comme ici, des gens qui aiment aller au théâtre, on les envoie pas au Paraguay, quoi, voilà. Oui, voilà. C'est donc ça dépend vraiment, vraiment de la personne. OK. Et bon, bah, le Paraguay alors, c'est la combienième fois que tu viens au Paraguay, là? 2e fois. C'est la deuxième fois. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport au Paraguay? Donc ça a beaucoup changé. Ça avance vite, hein? Ça avance tellement vite. Ça avance tellement vite, et ça s'améliore, c'est tellement agréable de voir un pays où il y a de la croissance. Voilà, et quand on passe pas mal de temps en Europe, hem, on n'est plus habitué à avoir de la croissance. Voilà, ou même beaucoup de l'Amérique latine, il n'y a pas tant de croissance que ça. Vous allez en Colombie, au Panama, tout ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de croissance. Au Brésil, il n'y a pas tellement de croissance. Ici, il y a de la croissance. On voit ça construit, l'infrastructure s'améliore, c'est dynamique, il y a de l'investissement. Donc c'est vraiment agréable à voir. Et surtout, ce qui m'a surpris cette fois par rapport à il y a 2 ans, c'est le nombre d'étrangers qu'il y a par rapport à 2 ans. Avant, on voyait quasiment pas de gringos, maintenant on en voit beaucoup plus. Et c'est du gringo de qualité. C'est pas du gringo qui débarque en Thaïlande, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas Pattaya, voilà. Donc c'est de la qualité qui vient ici, des jeunes ou des moins jeunes, des familles qui viennent ici parce que de manière générale, ils en ont marre, ils veulent plus de liberté, ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent faire du business, ils veulent travailler en ligne. Des gens qui ont de l'ambition et qui veulent faire des choses. Et surtout aussi, même tous les Brésiliens, il y a beaucoup de Brésiliens qui débarquent ici, on en discutait hier, à cause de Lula. Ils en ont marre de Lula avec toutes ces politiques socialo-communistes. Et ils débarquent ici. Et c'est le cream of the crop, donc le meilleur du Brésil qui débarque ici au Paraguay. Donc voir un pays comme ça qui est jeune, donc déjà de population, il y a beaucoup de jeunes partout, où il y a de la croissance, où il y a de l'immigration vraiment positive, et où on peut faire des affaires assez facilement, pas payer d'impôts, etc. On peut vivre en famille ici de manière très agréable. Donc même avec ma famille, si le Paraguay n'était pas aussi loin que ça, je passerais plus de temps ici. Je compte passer plus de temps au Paraguay. Là, une fois en 2 ans, c'est pas assez. J'aimerais bien venir une fois par an pendant peut-être 1 mois ou 2 avec ma famille, à voir. Mais vraiment, c'est agréable. C'est tranquille, on se sent loin de tout, il n'y a pas de conflit et tout. C'est bien, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai il y a vraiment cet aspect de tranquillité ici. Et par rapport aux personnes qui viennent, maintenant, il y a pas mal de personnes qui étaient au Panama et qui viennent au Paraguay maintenant. Je veux bien comprendre. Ouais. Ouais. Donc personnellement, je passe plus de temps au Panama, parce que je voyage beaucoup, donc j'ai besoin d'un bon aéroport, donc j'y suis souvent. Oui, c'est une de mes bases principales. Et bien que le Panama soit beaucoup plus développé, bien que le Panama soit plus riche, je trouve qu'il y a une énergie ici bien plus agréable et aussi plus saine qu'au Panama. Qu'est-ce que t'entends, qu'est-ce qui te dérange, on va dire, au Panama? Donc c'est pas que ça me dérange, mais il y a pas d'ambiance. C'est juste, c'est un espèce de centre financier avec pas tellement de culture, et les gens qui sont là, ils travaillent dans des bureaux, et ils sont pas aussi drôles qu'ici. Ça manque peut-être un peu d'authenticité ou de... Ouais, il y a un manque d'âme au Panama. Donc les gens vont au Panama parce que c'est logique. Donc personnellement, je suis au Panama parce que c'est logique. Mon cœur ne m'amène pas au Panama. Donc mon cœur, il m'amène dans des endroits comme le Mexique, comme le Nicaragua, comme la Colombie, ici aussi. Ici, ce qui m'amène, c'est une certaine logique, et le problème, c'est que le côté logique me dit c'est trop loin, mais tout le reste, c'est bien, quoi. Mais c'est vrai que les gens qui arrivent ici, bon, ils sont un peu surpris parce que bon, déjà, qui a entendu parler du Paraguay avant 2020? Quasiment personne. Et il y a non seulement le côté logique qui commence à avancer, c'est de plus en plus intéressant d'être là fiscalement, ou même pour investir, pour démarrer une entreprise,
Mais au-delà de ça, même les gens qu'on rencontre, moi je sais, bah, je suis avec un ami qui est venu me voir en ce moment. On était parti acheter des cartes SD dans un magasin. Et à la fin, le vendeur, il nous tape un chèque. Enfin, les gens sont super amicaux, quoi. C'est- c'est- Ouais, il y a une bonne ambiance. Donc, non seulement il y a toutes les étoiles qui sont alignées côté business, côté pouvoir vivre, être propriétaire, etc. Et en plus, on se sent un peu à la maison, quand même. Ouais, je dirais c'est très bien pour la plupart des gens, sauf les gens qui ont besoin de voyager souvent, parce que c'est un peu loin. Mais si vous n'avez pas besoin de voyager souvent, vous rentrez juste 1 ou 2 fois par an en Europe ou au Québec, franchement, c'est parfait. Et voilà, les gens qui veulent de la culture et des trucs, des théâtres, aller regarder le ballet, des trucs comme ça, là. Là, ça devient un peu compliqué. Mais c'est aussi bien dans un sens, parce que comme le Paraguay est pas sexy, on en parlait justement avec tes amis allemands hier à ton meet-up. On disait, c'est bien, c'est que le Paraguay, ça fait venir du monde, mais ça fera jamais, il y aura jamais trop de monde qui va venir, parce que c'est pas sexy. Et c'est un mal pour un bien. Ouais, moi je vois ça comme un bien, quoi. Ça a son propre positionnement, qu'il n'y ait pas de théâtre. Moi, voilà, ça me fait rien du tout, ça m'impacte aucunement. Je crois pas que Sébastien, ça. Donc voilà, on vit bien au Paraguay sans théâtre. Et au pire, vraiment pour ceux qui veulent, l'Argentine, c'est vrai que de ce côté-là, culture, c'est quand même assez développé. C'est vrai, un vol de 2 heures et boum. Il y a Buenos Aires. Pour ceux qui aiment un peu le sud du Paraguay, Encarnación, qui est juste en face, il y a une autre ville, Ouais, Posadas, Posadas. qui est juste en face de. Alors, pas évident d'aller à Posadas d'Encarnación, hein. Ah ouais? Ouais, bah, On s'est fait recaler. on s'est fait recaler, comme des vauriens. Alors déjà, pour y aller, on a fait 1 heure et demie de bouchon sur le pont. Parce qu'en fait, il y a énormément de contrôles, hein. Les contrôles, Ouais. les contrôles argentins, apparemment, de ce qu'on sait, c'est quand même, ils sont assez carrés là-dessus. En fait, ils contrôlent voiture par voiture. C'est pas tu vois, une frontière où tu passes et de temps en temps, ils arrêtent quelqu'un. Ils arrêtent toutes les voitures. Et nous, ils nous arrêtent. Ils nous arrêtent. Et déjà, on s'est mal arrêté parce qu'on pensait qu'on devait passer. Et en fait, on n'avait pas vu que la femme nous avait arrêté. Donc déjà, la femme, ça l'a un peu énervé. Ah, c'est la première fois que vous passez ici ou quoi? Vous devez vous arrêter. Bon, bref, elle nous gueule dessus. Et là, elle nous demande les papiers du véhicule. Malheureusement, il manquait un papier Ouais. qui était. C'est quoi ce papier? C'est de la Verde, C'est de la Verde. c'est que le papier du. Vous avez pas la cédula verde du véhicule? Non? Bon, bah, demi-tour. Moi, j'aimerais lui dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire s'il y a la cédula verde ou pas du véhicule, quoi? En fait, on a le papier qui permet de conduire, voilà. On n'avait pas le document d'identification du véhicule. Bah ouais, t'avais pas ta carte verte pour la voiture, quoi, c'est tout. Donc, allez hop, retour. Et Donc, c'est marrant, c'est que de l'autre côté, ça va pas voilà. Et être de l'autre côté, c'était pas pareil, parce qu'elle nous dit, allez hop, retour au Paraguay. Retour au Paraguay, et là, on arrive à la douane paraguayenne. Et le mec est en train de boire son TLD. Il nous regarde, il nous dit, baissez la vitre à l'arrière. Donc, on baisse la vitre. Ouais, c'est bon, passez. Tu dis, ok, 2 salles, 2 ambiances. c'est- Mais l'Argentine, c'est intense, hein, niveau paperasserie, tout ça. J'ai essayé plusieurs fois d'acheter de l'immobilier là-bas. À chaque fois, les deals ont capoté à cause de complexité, de trucs impossibles. C'est un pays, bon là, notre pote Milei, là, bon, je vais pas trop parler sur lui. Bon, il fait des réformes au niveau économique, c'est bien, mais il y a tellement plus à faire. C'est incroyable. C'est ce pays, c'est à dormir debout, c'est insupportable. Insupportable. Moi, je trouve que c'est un pays qui a du potentiel, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'étais il y a un an et j'ai beaucoup de clients qui sont allés entre-temps et ils m'ont raconté que là, les prix ont littéralement explosé, tout a doublé. Déjà, il y a un an, Buenos Aires n'était pas si bon marché que ça. Je trouvais que c'était pas si donné. Et là, apparemment, maintenant, toi, tu disais que tu étais récemment. Il n'y avait pas de steak à moins de 30 $. Non, franchement, Paris est nettement moins cher, niveau nourriture, niveau sortie que Buenos Aires. Non, Alors, Ouais. il y a un an, c'était cher, mais ça allait, quoi. C'était encore affordable. Donc, ouais, je sais pas où est-ce que ça va donner l'Argentine, mais on va voir, est-ce qu'ils peuvent tenir, est-ce que le peuple argentin a ce qu'il faut pour tenir toutes les réformes? Parce que bon, voilà, on parle de 50 ans de socialisme, ça se fait pas ça disparaît pas en un an de réforme. Ça prend du temps. On regarde ce qui s'est passé en Russie, en Union soviétique, ça a pris une décennie de douleur. Eux, ils doivent en avoir pour au moins
4-5 ans de douleur, quoi. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Je sais pas. Mais alors, majoritairement, les Argentins qui sont ici sont assez contents de la tournure du pays, bon, normal, hein. Et il y a pas mal d'Argentins de Formosa, par exemple, des villes un peu à la frontière avec le Paraguay, qui viennent beaucoup ici faire du business, investir, etc. Euh, Parce que, bon, bah voilà, hein, récemment, un Argentin, il était mieux à avoir un appartement ici à Asunción, même s'il y avait personne dedans, que de garder du cash dans son pays, quoi. C'est pour ça aussi, on en parlait justement hier au Meetup, je disais, ouais, il y a pas mal d'appartements ici qui sont vides. Oui, en fait, c'est parce que c'est des Brésiliens et des Argentins qui préfèrent avoir l'immobilier, ils ont de l'argent, de mettre quelqu'un dedans, ils s'en fichent, plutôt de garder du cash chez eux, quoi. Ouais, ça a pas la même fonction. L'immobilier n'a pas forcément la même fonction que dans nos têtes au Québec ou en Europe. Après, je dirais aussi, ce qui m'a vraiment surpris. Donc la semaine dernière, quand j'étais en Argentine, que je parlais à des Argentins, je leur disais, ouais, la semaine prochaine, je vais au Paraguay. Et leur réponse était, ah, le Paraguay, ah, waouh, il y a vraiment un boom là-bas. Oh, Paraguay, c'est comme Dubaï. Donc bon, ok, c'est ok. Le Paraguay, c'est pas comme Dubaï du tout, mais la perception, c'était dans leur tête, il y a tellement de croissance, tellement d'opportunités, c'est comme Dubaï. Alors que j'imagine, il y a 5 ans, quand on disait aux Argentins qui sont arrogants, donc ça fait partie de leur trait culturel, les Argentins, ils sont arrogants, comme des Parisiens, arrogants. Et bon, désolé pour les Parisiens, tous les autres rigolent des Parisiens, mais je suis sûr, il y a 5 ans, j'aurais jamais eu quelqu'un de Buenos Aires qui m'aurait dit: «Oh waouh, tu vas au Paraguay, trop cool». Ils auraient rigolé. Mais non, De mais toute façon, le Paraguay a toujours été un peu le pays ridicule au milieu du Brésil, de l'Argentine, deux gros géants économiques quand même. Donc, moi, il y a... j'ai la même expérience au Brésil, excuse-moi de te couper, j'ai la même expérience au Brésil, parce qu'avant, je vivais au Brésil avant de venir ici, et on m'appelait El Francés do Paraguay, donc le français du Paraguay, pour me dire que j'étais un faux français. Voilà. Donc, quand j'étais au Brésil, j'avais cette vision du Paraguay, oui, on va là-bas quand on veut acheter de la contrefaçon, des conneries, etc. Ce qu'on fait toujours, hein. Mais tous les Brésiliens, tu vois, m'avaient un peu formaté là-dessus. Et en fin de compte, quand je suis venu au Paraguay, bah, j'ai totalement changé d'avis. Et maintenant, les Brésiliens avec qui j'étais en contact au Brésil voient que je suis au Paraguay et commencent à me dire, au fait, ouais, ça a l'air d'être intéressant le Paraguay, non, etc. Tu vois, même là-bas, ça change, hein. C'est une des thèses qui fait que j'ai envie de commencer à investir ici, parce que du moment qu'ils gardent cette politique économique ouverte et capitaliste, et du moment que les 2 pays autour sont, chaotiques et complètement socialisants, parce que même si à Milei, la réalité, c'est que tout est encore très socialisant en Argentine, et je dirais même ça devient un peu pire dans le sens que il retire certaines lois, mais après il devient meilleur en termes du enforcement en français, je ne sais pas comment on dit, donc de l'implémentation des lois, de l'implémentation des impôts que beaucoup des gens avant payaient pas, maintenant ils sont obligés de payer. Donc en fait ça c'est presque pire. Donc oui, les gens vont continuer à venir. Et le Brésil, ça va être Ça n'ira jamais. ça n'ira jamais, et je crois que c'est un pays qui va continuer à s'empirer sur le long terme. Et les gens vont venir ici. Avec Mercosur, c'est facile. Et donc, le Paraguay va continuer à tirer du talent de la région. C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent ici pour apprendre la Justement, médecine. en plus, on voyait des statistiques récemment, et Ah bah oui, les Brésiliens, c'est vraiment la nationalité où il y a le plus de ça monde. représente les 3 quarts de l'immigration au Paraguay, les Brésiliens. Ouais. Avant, c'était beaucoup d'Argentins. Maintenant, moins. Avec Milei, les gens sont optimistes en Argentine et puis ils quittent moins. Et là, maintenant, avec Lula, il y aura toujours un des gros pays qui partira en vrille et où il y aura plein de gens qui viendront ici. En gros, c'est ça là, une des thèses principales pour l'immobilier ici. Il y aura toujours de l'immigration de qualité qui viendra ici. Et après, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains et Canadiens de plus en plus. Pour autant, moi, quand je loue un appartement aujourd'hui en Airbnb, et je m'attendais à avoir beaucoup d'étrangers américains, européens, et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Sud-Américains. Moi, dans mes locataires, c'était principalement des Sud-Américains, ce qui est plutôt une chose positive, même pour le marché immobilier en réalité, ouais. Ouais, on sait bien. Là, hier, là, j'ai organisé un meet-up hier. Là, c'était sympa. On était quoi, 40, 50 ici sur un rooftop
ici à Asunción, vraiment sympa. Et justement, il y avait un Équatorien qui est ici depuis 2-3 ans. Il dit, ouais, j'en avais marre d'Équateur, trop de violence. Bon, c'est vrai que c'est un peu chaud dans dans la plupart du pays. Et donc, il est arrivé ici, il dit, non, c'est très agréable, ici, il y a pas, c'est sécuritaire, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'impôts, les gens sont sympas. Donc, c'est pas juste les Européens qui pensent comme ça ou les Brésiliens. C'est de plus en plus, comme vous dites, c'est une image de marque qui se crée sur toute l'Amérique latine. C'est ça. Et même dans mon édifice où j'habite, généralement on se dit, bon, bah, vu le prix des loyers, etc., c'est que les Européens, les Américains, etc. En fin de compte, pas du tout. C'est énormément de Paraguayens, Boliviens et Brésiliens. Ouais, Ouais, bah, Tu vois, comme quoi, on peut se faire des idées, mais en fin de compte, pays socialiste, quoi. ouais, non, mais c'est ça. c'est Ouais, ça. Voilà. Bah, comme ce qui vient ici, les Français qui débarquent ici, c'est de la qualité, hein. C'est des gens entrepreneuriaux, des jeunes, un peu tous les âges aussi, qui en ont marre, qui veulent faire des affaires, qui veulent être en paix. c'est Et c'est ça. vrai qu'en vrai, on a quand même, bon, nous on voit au quotidien, on fait les résidences, donc on voit il y a quand même pas mal de profils différents. Très Mais varié, ouais. le point commun, bon, c'est déjà un marre de l'Europe et une volonté voilà, de vivre sa vie, de faire des projets, de démarrer des choses. Et voilà, les gens ils viennent ici, ils apprennent l'espagnol, ils s'intègrent. Donc c'est bon pour tout le monde, hein. C'est bon pour nos compatriotes, on va dire, et c'est bon pour le Paraguay. Ouais, bah, hier, je parlais à la traductrice, à votre assistant, il m'a amené aller faire un peu tous les papiers. Il y a quand même beaucoup de papiers pour la résidence. Je le ferai pas, je le ferai pas tout seul. Et donc, un des bureaux, c'était la traductrice qui devait traduire le passeport. Et la dame, elle me regardait, elle disait, ah, il y a beaucoup de Français qui parlaient bien français, une dame de, je sais pas, 60, 100 ans. À plus de 60 ans, oui. Ouais, 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 je suis gentil, ouais. Et, et elle me disait, pourquoi est-ce que il y a tant de Français? Tous les Français qui viennent ici ont pas l'air très contents. Moi, j'ai fait mes études en France, c'était tellement bien. Je dis, oui, oui, la France, il y a 40 ans, c'était très bien, mais les choses ont changé. Après, elle réfléchissait, elle disait, bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus, nous, on aime bien des immigrés comme vous, c'est bon pour notre pays. C'est agréable d'être accueilli comme ça. Mais ouais, t'es bien accueilli parce c'est pas comme la Colombie, le Brésil où t'es un touriste de plus, t'es le gringo de base, encore une fois, t'es le porte-monnaie, etc. Ici, t'as pas du tout ça, quoi. Ici, c'est qu'est-ce que tu viens faire au Paraguay, quoi? C'est ça. Ils comprennent pas les gens. Dans les Bolt, dans les Uber, ils disent, qu'est-ce que tu fais ici? Et ça changera, Bah ouais, ça Ça va change, ouais. changer. ça changera, mais On c'est espère encore tôt. Parce que par exemple en Colombie, on sait que parfois il y a un petit peu d'agressivité aussi envers les touristes parfois. Oui, après, ce qu'il faut voir, c'est pas le même type de tourisme qui se ramène en Colombie et ici. Il y a tout un segment du tourisme en Colombie qui peut vraiment un peu provoquer les locaux. C'est pas, ici, c'est pas trop la destination. Forcément pour les bonnes choses, quoi. Clairement. Ouais, J'ai- ce que tu trouves en Colombie, tu vas pas le trouver ici, forcément, quoi, hein. Ouais, non, c'est Ouais, pas, voilà, non. clairement. Moi j'avais une question un peu, on va dire, si tu devais faire un pari sur l'avenir, prendre une enveloppe scellée que tu gardes pendant 10 ans et faire un pari, bah, qu'est-ce qui va se passer au Paraguay en termes d'immobilier, en termes d'immigration, en termes d'économie? Si tu veux faire des paris sur le Paraguay et La vision un peu que t'aurais. que tu aurais à, ouais, à 10 ans à peu près, qu'est-ce qui va se passer ici selon toi? Ah, bah, du moment que la gauche vient pas au pouvoir, c'est qu'en fait, le Paraguay est successful, a du succès parce que c'est un pays complètement capitaliste qui fait du business avec tout le monde et où il n'y a pas trop de régulation. Donc si la gauche devait passer, ce serait vraiment un gros frein pour l'économie. Ça se verrait pas au début. Au début, ce serait sans doute le boom parce qu'ils imprimeraient, ils donneraient de l'argent à tout le monde et boum. Donc pendant 2, 3 ans, 4 ans même, ce serait le boom parce que bah, il y a tellement de possibilités d'imprimer, de faire tout ça parce que justement le gouvernement actuel fait pas ça. Mais long terme, ce serait négatif. Donc, est-ce que les gens vont à un moment donné en avoir marre du gouvernement actuel? Après, vous savez, il y a toujours le risque, hein, c'est que quand il y a un boom économique dans un pays, comme on le voit maintenant, vous voyez des jolies tours là qui se construisent, et les grosses voitures qui arrivent, tout ça. Après, un peu au bout d'un moment, les locaux, pas tout le monde n'en bénéficie et ils commencent à dire, ouais, pourquoi est-ce que ils en bénéficient, mais sans forcément s'en rendre compte. Ce qui nous amène au socialisme dans nos pays, quoi.
et dans le reste de l'Amérique latine. Donc, est-ce qu'il y a le risque que la gauche passe ici? C'est pas impossible, donc je sais pas. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils ont quand même bien gagné les élections Oui. passées. Ouais. Il, Puis ça fait quand même Bah, il y c'est des un avait, années parti que ça. historique, hein, quand même. ouais, Que, c'est un parti historique qui n'a pas l'air de vouloir partir. Donc voilà, faut comprendre ça à propos du Paraguay. Euh, ils ont aussi peut-être des forces supplémentaires pour pouvoir un petit peu rester au pouvoir aussi. En tant qu'étranger, c'est vraiment pas nos histoires, aucune idée. En tout cas, ils sont au pouvoir, ils font un bon boulot. La plupart des gens sont contents et je leur souhaite le meilleur. Mais de manière générale, oui, je suis optimiste sur l'avenir. Si je peux pas dire, le monde est tellement fou. Honnêtement, si tu m'avais dit il y a 6 ans, Ladislas, qu'est-ce que tu penses qui se passera dans 6 ans? Et entre-temps, il y a tout ce qui s'est passé. Donc, j'arrête de faire des prédictions. Je dis juste, est-ce que je souhaite investir ici? Donc, si j'achète de l'immobilier de manière générale, c'est avec une vision de 5 à 10 ans. Oui, j'ai envie d'acheter de l'immobilier ici. Voilà. Est-ce que j'irai mettre tout ici? Non. Bien sûr. Ça, c'est normal, entre guillemets. Voilà, c'est ce que je fais. Je fais de la diversification, donc j'irai pas tout mettre ici. Mais je vais investir ici. Ok, super. Et quels sont tes projets un peu là justement cette année, dans le futur? Quel pays tu vas aller? Est-ce que tu as un peu des... Oui, bah, j'ai mon deuxième enfant. Donc on va être au Mexique là pour la naissance. C'est quand on donne naissance à un enfant au Mexique, l'enfant a le droit à la citoyenneté mexicaine. Euh, Ça, c'est intéressant aussi du coup parce que c'est quelque chose qui est très peu connu en France. Bah, du reste ici au Paraguay aussi. Si vous avez votre enfant au Paraguay, l'enfant est paraguayen dès le premier jour. Donc ça c'est intéressant aussi. Et après la différence avec le Mexique, c'est que ça donne la résidence permanente aux parents. Donc avec ma femme, on l'a déjà parce que bon, on passe beaucoup de temps au Mexique et on a déjà eu notre premier enfant au Mexique. Mais ça donne la résidence permanente aux parents et aux 4 grands-parents aussi. Ah ouais? Ouais, donc les grands-parents Ouais. aussi bénéficient du coup de la résidence permanente. Voilà, donc votre femme, boum, un enfant au Mexique, plan B, toute la famille. Ouais. Et, Le package. et après, est-ce que tu as des conditions pour garder cette résidence permanente? Aucune. Aucune. Ouais, ici c'est une fois tous les 3 ans qu'il faut venir, Ouais, Ouais. c'est ça. officiellement. Officiellement, ouais, franchement, c'est pas une punition de venir une fois tous les 3 ans ici. Là-bas, rien. Après, bon, est-ce que c'est un paradis fiscal? Non. Voilà. Est-ce que c'est un pays, on peut faire des affaires facilement, sans se prendre des cartels? Non. Mais bon, il y a quand même des avantages. Tu me disais notamment la relation avec les États-Unis, ouais. Oui, donc c'est quand même un énorme marché de 130 millions d'habitants. La réalité, c'est que les salaires sont pas mauvais. Donc si vous avez fait des études universitaires et que vous allez bosser pour, je sais pas, Ernst Young ou KPMG, des trucs comme ça, en tant qu'auditeur de base, vous aurez un salaire de 2 000 $, un truc comme ça. C'est pas si loin que ça que les salaires français, dans le fond. Et surtout, quand on est citoyen mexicain, on a l'accès préférentiel au marché du travail américain si on a un diplôme universitaire de 4 ans. En gros, on a le même accès au marché, on a le même accès au marché euh, du travail américain que les Canadiens en tant que Mexicains. Donc, pour les enfants, c'est quand même assez intéressant. Ah, c'est intéressant. Et du coup, après, cette résidence permanente que tu obtiens, elle peut déboucher sur un passeport par la suite? Ouais, tu as besoin juste de passer 18 mois sur 24 mois au Mexique, passer un test d'espagnol, facile, passer un test d'histoire mexicaine, dur. Ah ouais? Il est dur. Oui, non, mais tu dois apprendre toute l'histoire mexicaine, qui est vraiment complexe, avec des noms à dormir debout, donc des noms espagnols, des noms indigènes, là, je sais pas quoi, impossible. Il faut savoir tout ça. Comprendre toute la nourriture mexicaine, qui est très complexe. Ah ouais, nourriture aussi. Ouais, c'est que c'est un énorme pays, hein. On oublie, mais c'est 130 millions d'habitants, c'est un énorme pays. C'est un pays très complexe, avec énormément d'histoire. Donc ça, c'est pas facile, mais bon, voilà, vous étudiez, et après, vous le passez, au bout de 8 mois, on vous donne votre citoyenneté. Donc c'est un processus qui est bien calé, qui marche. Paraguay, la citoyenneté, c'est un peu plus ambigu. Il faut vraiment vivre sur Faut place et sur créer place, faut des être liens. investi, faut payer ses impôts ici, faut... Pareil au Mexique, mais même après, on fait sa demande ici. Bon, vous le savez, on rencontre des étrangers qui l'ont, mais c'est plus compliqué, quoi. Ça prend du temps. Ça se mérite un peu plus. Enfin,
il y a aussi un test, etc. Après, souvent, les petits pays, c'est comme ça, hein. Un petit pays donne plus difficilement sa citoyenneté qu'un gros pays, parce qu'un immigré a plus d'impact que... sauf si vous êtes belge, là, vous donnez votre passeport, là, comme ça, là, mais de manière générale, les plus petits pays donnent leur citoyenneté plus difficilement. Ouais. Bon, super intéressant. Ouais, bah Ok. écoute, On va finir là-dessus. ouais, Super. est-ce que tu as un dernier mot à partager Merci beaucoup pour votre service, c'est top. Je repars d'ici avec mon application de résidence permanente, le permis de conduire pour la voiture, le permis de conduire pour la moto, tout ça. On fait tous les tests, donc ça me fait d'autres permis de conduire, donc c'est pratique aussi. Intéressant aussi à voir, hein. Diversification, c'est bon pour tout. Exactement. Dans la monnaie, dans l'immobilier, mais même dans les permis. Ouais, non, tout à fait. Bah, surtout, je sais pas, là, Matt, t'as peut-être pas envie de parler de ça sur caméra, mais tu nous disais, là, tu été perdu tous tes points en France. Ah, on peut en parler, mais c'est un sujet qui fâche. Non, mais ouais, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, j'avais plus le permis en France. En plus, c'était tombé pendant le Covid. Donc, je ne vais pas repasser directement. Donc tu faisais des excès pendant le Covid? Non, non, avant le Covid. Des petits excès. Et en fait, quand tu le repasses pas au bout de 2 ans, tu dois tout repasser, même la conduite. C'est insupportable. Insupportable. Et j'ai décidé de finalement de pas le faire parce que trop compliqué. Donc ici, vous venez, c'est facile, voilà, petit test, voilà, c'est facile. Donc c'est un bon plan B si on vous le fait sauter. Après, bon, c'est sûr, si vous vivez dans l'Ouest, si vous vivez en France, vous pouvez pas vous balader avec votre permis paraguayen, c'est pour si vous quittez, quoi. Ouais. Non, mais bon, pour des expats qui viennent, c'est même plus simple de le faire directement ici. Voilà, clairement. Ça sert toujours. Ça sert dans le Mercosur. On peut même l'utiliser en France, alors en tant que touriste, pas à long terme, comme tu Mm. disais. Mais ouais, ça donne pas mal de flexibilité, ouais, clairement. Super. Bon, bah, Ladislas, merci en tout cas d'être venu, d'avoir partagé un peu tes connaissances sur tout ça. Merci Et beaucoup. puis, bah, on se dit à bientôt. Très bien, À Ciao. bientôt. merci.